Bonjour. Bonjour, alors comment vous allez depuis la dernière fois? Super, super, on n'a pas bougé, on est toujours aux Canaries. Donc, écoute, merci beaucoup. On se retrouve pour ce deuxième petit rendez-vous d'experts où aujourd'hui on va rentrer un tout petit peu plus dans le concret des aspects sécuritaires et des risques qu'il peut y avoir, et on va parler essentiellement de l'enjeu de l'homme à la mer, qui est un des principaux risques et probablement le risque que les gens identifient en tout premier lieu quand on parle de partir en bateau au long cours. Donc, l'homme à la mer, dans quelles conditions ça peut arriver, et est-ce que toi, tu as déjà vécu des situations de ce type-là, ou comment réagissent les gens justement sur des entraînements? Alors, l'homme à la mer, c'est un sujet vaste, très vaste. C'est même parfois, pour certains, un sujet tabou. On entend parfois des réflexions, des gens qui tombent d'un bateau n'ont rien à faire sur un bateau. Mais à la fois, quand on regarde un bateau, en fait, il y a tellement d'endroits où on peut tomber que ça en est presque facile. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que je l'ai déjà vécu? Oui. J'ai déjà vécu sur une navigation au large de la Guyane. J'étais pas très au large, j'étais en côtier entre les îles du Salut et le continent, et on a eu un jeune qui est tombé donc du bateau, qui chamaillait et qui est tombé avec un fort courant traversier, parce qu'en Guyane on a quand même un 3 nœuds courant traversier qui nous sort du chenal très très rapidement, et là il a fallu quand même réagir assez vite pour aller le récupérer, mais toutefois on n'avait plus donc le tirant d'eau nécessaire pour aller le récupérer à l'endroit où il était parti. Mais lui il partait en direction des Antilles, hein, donc on a un courant qui part de l'Amazone et qui monte vers les Antilles, donc il fallait aller très très vite. En fait, tout l'enjeu de l'homme à la mer, et c'est dans la réponse, elle doit être assez immédiate. En fait, il faut aller assez vite. Alors, dans les entraînements, on peut être dans la réactivité du jeté de la couronne, de la bouée couronne ou de la perche IOR. Il y a tout un tas d'outils en termes de matériel, hein, collectif ou individuel pour traiter l'homme à la mer. Mais il faut aller assez vite. Et je dirais que il y a des liens forts qu'il faut absolument respecter dans l'homme à la mer. C'est le lien visuel. Donc, toujours garder à vue l'homme à la mer. Il y a tout un tas de méthodes pour ça, mais les yeux marchent assez bien. Il faut garder un lien fort également sur le plan psychologique. C'est aussi bien, et c'est bon aussi bien pour l'équipage du bateau que pour l'équipage, pour l'homme à la mer en lui-même. Et il faut également garder un lien fort sur la partie en fait physique. Donc, le matériel qu'on va mettre en place pour remonter ou aider l'homme à la mer, qui soit conscient ou voire même inconscient. Il peut être dans le coma. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles il pourrait être dans le coma pour le remonter à bord du bateau. Est-ce que vous imaginez en fait une situation d'un homme à la mer dans le coma à remonter à bord de votre bateau? Est-ce que vous l'avez déjà imaginé un jour? Oui, on l'a. Alors, on l'a imaginé, parce que moi je me suis dit, qu'est-ce qui arrive si lui il est inconscient et avec son poids et dead weight, c'est quasi impossible. Alors, on l'a non seulement imaginé, on s'est projeté, ou quand tu te baignes autour du bateau, tu te dis, va attraper le franc-bord. Tu peux pas remonter sur un bateau, même si t'es conscient avec en plus des creux, etc. Et il s'est trouvé, alors c'est pas une situation d'homme à la mer en tant que tel, mais qu'on a des amis dont la dame est décédée. Ils étaient au mouillage, elle s'est baignée autour du bateau, elle a fait un malaise et son mari a jamais été capable de la remonter. Ouais. Alors ça, on s'en rend compte. On s'en rend compte parce qu'on fait de la formation en réel, c'est-à-dire qu'on met réellement des gens dans l'eau. On commence même par un mannequin aquatique qui pèse, une fois rempli d'eau, il pèse 80 kilos. Et rien que ça déjà, qui simule parfaitement bien la conscience, et rien que ça déjà, si je donne pas les points clés, en fait, dans cette phase-là, mes stagiaires sont pas capables de le remonter à bord du bateau. Il y a déjà la difficulté du rapprochement. Alors, j'en veux pas du tout aux écoles de croisière. Il y a
il y a des axes de formation qui sont absolument nécessaires. On doit apprendre des techniques de récupération d'hommes à la mer, mais que bien trop souvent, en fait, les écoles de croisière ont leur propre technique et elles ne l'enseignent que à leur façon à eux. Et on peut parler par exemple de la technique de la quick stop. Je ne sais pas si elle vous parle, donc une technique qui est utilisée par les Glénans, qui est une technique qui marchera dans certainement beaucoup de situations, mais le jour où la situation elle est différente et qu'on connaît que cette méthode-là, en fait, on va peut-être certainement se retrouver un peu perdu. Moi, je pars du principe que toutes les méthodes fonctionnent, mais qu'il faut absolument, quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, absolument respecter le lien visuel, le lien psychologique et le lien physique. À partir du moment où on a mis en place des moyens de prévention et des moyens de prévision, du coup, on peut traiter le sujet. Mais il faut à tout prix s'entraîner et se tester sur cette manœuvre-là avant de partir au long cours. C'est tellement important et c'est une manœuvre qui peut être tellement différente au près et encore tellement différente au portant quand on est sous spi que il faut raisonner. Oui, mais alors si je suis sous spi, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Il faut presque que ces méthodes elles soient écrites pour mieux les intégrer et mieux en parler et surtout mieux les réaliser le jour où on a besoin de les faire pour de vrai. Et puis là, on n'a pas parlé de gilet de sauvetage, mais c'est sûr que le gilet de sauvetage, c'est un moyen de prévention justement pour… On y vient, c'est peut-être justement… nous, on a pour principe de dire que t'as pas le droit de tomber à l'eau. Un homme à la mer est un homme perdu. Donc, l'enjeu, c'est comment le prévenir au maximum et quels sont justement les points à prendre en compte pour éviter que tu aies un homme à la mer parce qu'en plus quand tu navigues à deux et de nuit t'es pas sûr de retrouver la personne. Ouais, c'est vrai que prévenir une chute d'homme à la mer, surtout quand de cas on est tout seul de nuit, c'est pas évident, hein. Mais par principe de précaution, on reste solidaire du bateau, tout simplement en s'attachant. Et si jamais il y a une manœuvre de pont à faire, il faut pas hésiter à réveiller un deuxième équipier ou un membre de l'équipage pour ne pas être amené en fait à réaliser une manœuvre en solo. Parce que j'entends parfois, oui, mais alors si je tombe en fait et que je suis attaché au bateau, je vais peut-être mourir noyé le long de ma coque de bateau. C'est vrai, c'est déjà arrivé, donc ça on peut pas dire que c'est pas possible. Donc c'est possible. Mais si on est deux et s'il y en a un qui surveille l'autre, s'il y en a un qui tombe, il y en a un qui voit l'autre tomber. Donc là, on peut réagir sur l'attitude à avoir. Alors, si on vient sur le port du gilet de sauvetage, il est absolument obligatoire et nécessaire en fait qu'il soit porté à toutes les manœuvres. Et puis alors, on pourrait dire oui, mais alors il fait beau, il n'y a pas un pet de vent, je tombe dans l'eau. Oui, mais alors si on fait un malaise dans l'eau, en fait, là vous avez cité l'exemple d'une personne qui a fait un malaise, on peut faire un aquastress. On peut être donc victime en fait d'une hypothermie, enfin d'un choc dû au froid. Et là, on peut faire un malaise vagal, tout simplement. Un malaise vagal, donc c'est quelque chose qu'on ferait à terre qui est pas bien grave, mais une fois dans l'eau, en fait, ça peut être ultra gravissime en fait, parce que on peut être inconscient, mais respirer de l'eau de mer, ça veut dire derrière c'est un arrêt ventilatoire et derrière c'est un arrêt cardio-ventilatoire. Donc en fait, on va rapidement dégrader la situation. Le fait de porter un gilet permet en fait de porter les voies aériennes, donc les voies respiratoires, à une hauteur donc relativement confortable au-dessus de l'eau. Bien sûr, la hauteur, elle va être compliquée si on est dans une mer formée, hein, donc une vague qui nous passe par-dessus, il n'y a plus de hauteur possible. Donc le gilet, il va quand même nous permettre de rester à la surface de l'eau, mais c'est surtout si on fait un malaise en fait. Le gilet est intéressant. Et puis aussi, quand on est dans l'eau froide, les calories, elles sont vite perdues à partir du moment où on nage. Donc, si on porte le gilet de sauvetage, on va diminuer en fait la perte de température. Si jamais on met 1 heure dans une eau à 10 degrés, et je sais que chez nous, l'hiver, ça navigue aussi, on a des eaux à 10, 12 degrés, voire même parfois moins en janvier, février. En l'espace d'1 heure, déjà, on peut déjà tomber dans une hypothermie qui pourrait nous empêcher de nager. Donc c'est important le port du gilet de sauvetage. Et justement, là, moi, j'ai deux questions ou deux réflexions. La première, c'est justement par rapport à la réaction. Si tu tombes à l'eau et que tu restes conscient, le premier réflexe que tu peux avoir, c'est justement d'essayer d'aller nager vers le bateau. Et oui, il faut pas. Et il faut pas. Alors, il faut pas, sauf si le bateau s'est arrêté. Ouais. On va citer un exemple.
il y a des outils qui existent qui permettent en fait de faire partir le bateau à la cape. C'est-à-dire d'arrêter un bateau pour un solitaire. Peut-être que s'il était au près, il est possible que le bateau revienne donc sur son sillage, ou au moins légèrement sur son sillage. Et si le bateau s'est pas mis à la cape tout de suite, peut-être que le bateau revient sur l'homme à la mer. Et le simple fait de nager vers le bateau, on peut encore gagner et on peut encore espérer pouvoir rejoindre le bateau. Mais si on voit que le bateau s'éloigne, ça sert à rien de s'user et de donc se fatiguer à essayer de rattraper le bateau. On le rattrapera jamais de toute façon le bateau. Il faut juste attendre sagement que le bateau revienne sur soi. Moins on bouge, mieux c'est de toute façon. C'est mieux physiquement déjà. Et c'est mieux pour le bateau pour tenter de nous retrouver parce que peut-être que lui, dans son attitude, le bateau, l'équipage du bord a peut-être appuyé sur la touche MOB et va, par ce biais-là, donc pouvoir retrouver l'homme à la mer. Même si c'est un peu déplacé avec du courant, on peut encore faire des recherches, même si c'est passé 1 heure en rayonnant autour. Il y a des techniques pour ça, pour tenter de retrouver l'homme à la mer. Quand on arrive au point où il est tombé, on peut encore tourner avec des capes bien, avec des angles bien précis ou partir en circulaire autour du point où a chuté l'homme à la mer pour tenter de le retrouver. Justement, sur ce point-là, est-ce qu'il y a 2, 3, 4 premiers réflexes à avoir si quelqu'un tombe dans l'eau? Disons on va prendre le scénario le jour ou qu'une bonne visibilité. Qu'est-ce que quelques premiers réflexes à avoir juste pour les garder en tête? Arrêter le bateau. Le premier réflexe, c'est d'arrêter le bateau le plus rapidement possible. Et quand on est sur des azures portantes à traverser l'Atlantique avec beaucoup de toiles devant, là, il faut s'efforcer à arrêter le bateau le plus rapidement possible. Il y a que comme ça, il y a que ça qui nous permettra en fait de pouvoir le récupérer et de maintenir le lien visuel. Quand un bateau va vite, même quand il est à 5 nœuds, il va vite. Donc le lien visuel, il est vite coupé. Bien, c'est de jeter déjà des moyens, des équipements de sécurité collectif comme une perche Iwear qui aura une visibilité bien plus importante qu'une bouée couronne. Quand on est en hauturier, la bouée couronne, elle devient quasiment obsolète. Donc, il vaut mieux passer, même si c'est pas intégré dans le matériel à l'emport en fait de la réglementation maritime française, mais ça reste pertinent. Il y a que en faisant des formations en fait qu'on arrive à choper ces notions-là. Mais il faut arrêter le bateau et 2, il faut garder le lien visuel fort. Pour garder le lien visuel, il y a tout un tas de situations avec lesquelles on peut garder le lien visuel. On peut très bien jeter un fumigène flottant. Si on s'est préparé à ce genre de manœuvre-là et qu'on l'a à proximité, à un endroit bien défini, on peut avoir ce réflexe-là pour garder un lien visuel au moins pendant 3 minutes. Mais on peut aussi marquer la position avec la touche MOB, Man Overboard, sur les écrans GPS de nos bateaux. Mais aussi, on peut utiliser donc des balises, donc des balises personnelles, les PLB, qui vont permettre en fait d'identifier avec une croix rouge sur nos GPS en fait ces hommes à la mer. Ça marche très très bien. On l'utilise. On sait qu'aujourd'hui c'est un gage de sécurité. Ça peut équiper nos gilets de sécurité, nos gilets de sauvetage. Si on tombe dans l'eau, on peut marquer la position déjà, notre position à nous, sur l'écran GPS du bateau. Ça lui facilitera quand même la tâche pour nous retrouver. Maintenant, si on tombe dans l'eau quand on est tout seul de nuit et que tout le monde dort à bord du bateau, malheureusement là-dessus, hormis avoir une balise, mais là plutôt une Marsat, donc plutôt qu'une PLV, une balise connectée en fait sur les GPS, qu'on a nous en fait skipper professionnel, on a nous l'autorisation en fait d'avoir des balises nominatives en fait en tant que marin professionnel sur lesquelles on peut être identifié, mais alors, il est possible que la PLB soit quand même repérée par un bateau qui aura cette capacité aussi à voir sur son écran GPS, en fait, cette croix rouge. Parce qu'on va avoir quand même une possibilité avec donc d'autres bateaux dans la zone qui auront également la possibilité de pouvoir aussi faire des recherches. On met en place des moyens de prévention et de prévision, mieux c'est pour récupérer et retrouver un homme à la mer. Mais pour finir, du coup, on arrête le bateau, 2, on garde le lien visuel, et 3, on se prépare à la récupération. Il faut surtout analyser la situation dans laquelle on est, savoir si on a affaire à quelqu'un qui est capable déjà
de revenir, de nager un petit peu vers le bateau, ou savoir si on a quelqu'un qui est un peu dans l'incapacité, qui peut être blessé aussi. Et là, il faut mettre en œuvre tout un tas de moyens à bord du bateau pour tenter de le remonter à bord du navire. Il y a aussi les systèmes de bracelets qu'on peut mettre autour du poignet. Alors, nous, on en a à bord. J'avoue qu'on les a pas portés encore. On les avait testés au ponton un jour en disant on va s'éloigner et on va voir. Effectivement, à un moment, ton téléphone sonne quand tu mets un niveau d'éloignement important. Donc, c'est aussi les équipements qui coûtent pas cher et qui peuvent… C'est très bien. Très bien. Ah oui, effectivement. Ça peut réveiller en tout cas un équipage qui sera parti dans sa couchette avec son téléphone et ça va amener une alerte pour notifier qu'il y a quelqu'un qui est tombé par-dessus bord. Et peut-être le dernier point avant de conclure sur cette partie homme à la mer. On parlait du gilet de sauvetage. On avait entendu dire que dans des enquêtes, des gens étaient tombés à l'eau et s'étaient noyés et pourtant ils portaient le gilet. Il y avait une chose qu'ils n'avaient pas mis, c'était la sous-cutale. C'était la sangle qui passe sous les fesses. Et en fait, c'est essentiel finalement de la clipser parce que c'est ce qui va éviter au gilet de partir vers le haut. Étant donné que beaucoup de gens tombent à l'eau en allant lever les bras et puis le gilet se fait la malle, quoi. Tu as vécu ou c'est quelque chose que… Oui, je le vis régulièrement parce qu'à tous nos stages, en fait, je fais porter à un stagiaire un gilet sans sous-cutale pour démontrer la situation. À la fois le gilet quand il est correctement mis, parce qu'il y a en fait une tension de la sangle ventrale à donner. Quand on porte un gilet sans sous-cutale, il y en a encore qui existent, mais donc le gilet, il va pas forcément se faire la malle, surtout si on lève pas les bras. Mais en tout cas, on va l'avoir très haut et ça peut être un inconfort grandissant, stressant, nous empêchant quasiment même de respirer parfois, ou voire même de nager, que d'avoir le gilet porté au niveau des voies respiratoires, ou voire même compressant donc les tempes de la tête, parce que c'est serré quand même assez fort une fois que c'est percuté un gilet. Donc oui, il faut absolument porter la sous-cutale, c'est important, même si parfois elle gêne dans les manœuvres. Mais il faut savoir la régler aussi correctement, la serrer correctement pour éviter en fait qu'elle gêne dans les manœuvres. Mais la sous-cutale, elle est vraiment, vraiment essentielle. D'ailleurs, les gilets au jour d'aujourd'hui, ils sont vendus dans le commerce systématiquement avec une sous-cutale. Il y a un autre problème avec le gilet de sauvetage. Ah, non, vas-y. La raison pour laquelle en fait il ne va pas gonfler, c'est que vous avez peut-être pu remarquer qu'il y avait différents systèmes de percussion d'un gilet automatique. Oui, effectivement. Alors, la percussion automatique est absolument nécessaire. On ne doit plus retrouver sur le marché des gilets à percussion uniquement manuelle, mais dans les percussions automatiques, on a différents systèmes. On a la pastille de sel qui existe depuis bien longtemps, on a les pastilles de cellulose et on a le système à la pression, en fait, à la pression hydrostatique. Et ce système-là, il y a quand même des retours réguliers. Moi qui travaille avec une société qui nous refait les radeaux de survie et qui contrôle les gilets de sauvetage, ils ont des retours réguliers de gilets qui n'ont pas percuté. Alors, ce système-là a passé la norme de certification, donc il a son existence, mais il faut savoir que si le gilet n'est pas suffisamment profond au moment où on tombe dans l'eau, si on tombe à plat par exemple, ou si on a des vêtements amples et plutôt flottants, et que le gilet ne s'enfonce pas assez, il y a de grandes chances qu'il ne percute pas. Il y a quand même de nombreux retours là-dessus, et je pense, pour avoir identifié les besoins des uns et des autres, que ces gilets-là sont parfaitement adaptés pour les coureurs en mer qui vont passer en fait beaucoup de temps en mode un peu sous-marin, alors que pour la plaisance dont on fait partie, il me semble que les gilets à pastille de sel, ceux qui en sont encore équipés, ou alors à pastille de cellulose, sont parfaitement adaptés à nos navigations. Et eux, pour le coup, à la fois, ils ont un coût moindre à la vérification quinquennale, et ils ont aussi ou alors mensuel, enfin annuel plutôt, et ils ont surtout une facilité en fait pour pouvoir les recontrôler ou changer les moyens de percussion à percussion, et ils ont surtout ils percutent systématiquement. Donc on sait que ça fonctionne bien mieux que les systèmes à pression hydrostatique. Super bon. Non, moi ça me donne des notes pour tu vois, il y a la préparation et aussi
une fois que t'es en voyage, et c'est toujours des bons rappels, c'est toujours des techniques aussi à continuer à pratiquer. Tu vois, une fois par année, de refaire l'homme à la mer, de vérifier son équipement. Donc moi, je trouve que c'est vraiment des bons rappels. Donc, je tiens à dire que ces capsules, c'est pas du tout pour remplacer les formations parce que les formations sont beaucoup plus approfondies, mais ça sert vraiment d'information et de rappel pour la préparation et lors du voyage. Donc vraiment, merci beaucoup pour ces conseils. C'est vraiment apprécié. Et puis, on se dit. Pour d'autres capsules, exactement. On se retrouve pour d'autres capsules. Et puis surtout, ça marche, pour pratiquer l'homme à la mer, maintenant, c'est avec un fournave à La Rochelle et Marc. Si vous avez des cartouches ou des moyens de percussion qui sont périmés, n'hésitez pas avant de les changer, justement à tester vos gilets pour voir, et à la fois pour vous rassurer aussi que ils auraient bien percuté si vous étiez tombé à l'eau. Bon, grand merci, puis à bientôt. On se retrouve pour d'autres capsules bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Marc. Au revoir.